Jean Leonetti a été chargé de créer une commission avec des gens de différents horizons politiques et d'idées. Ils ont consulté toute une série de 30, 34 ou 37 personnes faisant référence dans le domaine, c'est-à-dire au niveau éthique, au niveau religieux, au niveau médical, au niveau psychologique, etc. Ce qui les a amenés, après des consultations très larges, très approfondies, à sortir des recommandations que l'on a appelées la loi Leonetti et qui sont venues changer la loi antérieure, compléter la loi antérieure. Les caractéristiques de la loi Leonetti, c'est surtout, premièrement, le droit au malade quant à la connaissance de son dossier, alors qu'avant, on cachait au malade. Il a le droit de refuser la thérapeutique. Le corps médical doit tout faire s'il estime qu'il est de l'intérêt du patient de se soigner, le corps médical doit tout faire pour le convaincre. Une fois, deux fois, trois fois, mais si le malade refuse, le corps médical doit accepter la volonté du malade. Mais toute décision, alors ça c'est un point encore très important, toute décision doit être collégiale. C'est-à-dire que ce n'est pas un médecin tout seul qui prend la décision. On peut penser que le docteur Duchossois a été très seul dans cette affaire-là, et porter une telle décision avec la pression. Comment on peut être totalement libre et avoir le recul suffisant, donc la décision collégiale. La loi Leonetti, c'est le refus de tout acharnement déraisonnable. Comment décide-t-on que les soins donnés sont de l'acharnement déraisonnable? C'est l'appréciation du médecin, mais de façon toujours collégiale, avec l'équipe soignante, avec les infirmières, les aides-soignantes, un autre confrère. C'est ensemble qu'ils disent oui, c'est déraisonnable, on ne peut pas continuer comme ça, on va arrêter la ventilation artificielle. C'est les directives anticipées, c'est-à-dire qu'on propose à tout le monde d'écrire ces directives anticipées. Je ne suis pas en état de m'exprimer, voilà ce que je voudrais. Donc le médecin est obligé de rechercher l'existence de directives anticipées, en sachant qu'il n'est pas obligé de les appliquer. Si le malade dit « si moi je suis dans cet état, je veux qu'on m'injecte un produit, ou je veux qu'on arrête toute thérapeutique », les directives anticipées c'est une information sur ce que pense le patient, dont le médecin doit tenir compte, mais il n'est pas obligé de l'appliquer. Parce que, entre parenthèses, quand vous êtes en bonne santé, et que vous dites « moi, si je suis dans cet état-là, je voudrais que des témoignages de gens qui s'en sont sortis, qui étaient à moitié dans le coma, et qui disaient « surtout qu'ils ne trouvent pas le papier que j'ai dans mon portefeuille ». Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce malade que nous voyons là, et lui là, derrière qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit? Cette petite chose pour vous dire que les choses ne sont pas si simples. Que l'homme n'est pas qu'une mécanique, Donc les directives anticipées sont des souhaits du malade dont le médecin doit tenir compte pour mettre en œuvre sa stratégie thérapeutique. Il y a la personne désignée, il y a l'établissement de la personne de confiance à qui on dit « si je suis hors d'état de m'exprimer, je te charge de porter témoignage ». Là encore, le médecin tient compte de ce que dit la personne de confiance, mais n'est pas obligé d'obéir. Et, toujours dans la loi Leonetti, à chaque fois, il est mis, le médecin note cela dans le dossier, dans l'optique du respect de la dignité du malade. Ces termes, le respect de la dignité du malade qui revient chaque fois.
Ensuite, il y a des articles plus administratifs qui obligent à avoir une certaine quantité de lits de soins palliatifs par unité. Le sens de la loi Leonetti, c'est que tout doit être mis en œuvre pour soulager la douleur. Tout. Même, voilà, c'est quand même le sens, une des choses les plus importantes de la loi Leonetti. Même si les moyens employés pour soulager la douleur risquent d'abréger la vie. Toute une différence entre prendre des médicaments pour abréger la vie ou donner des médicaments pour soulager la douleur, même si ça va abréger la vie. Ce dont on n'est pas sûr, car un malade soumis à des douleurs importantes, l'organisme réagit et s'intoxique par ces modes réactionnels, etc. On met en œuvre une thérapeutique efficace contre la douleur. Donc quand on abrège la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait, quoi, dans cette dimension-là? Ensuite, quand un malade demande à mourir, qu'est-ce qu'il demande? Il dit les conditions dans lesquelles je vis maintenant sont insupportables, la mort me semble préférable. Et nous, les soignants au premier degré, c'est l'entourage. Ce sont eux qui sont les plus proches. Après, le corps médical vient derrière avec ses moyens techniques. Mais pour moi, ceux qui prennent soin de la façon la plus intense, et que la mise en route, oui, voilà, quand le malade demande la mort, pourquoi, et c'est à nous tous à nous interroger, comment nous prenons en charge ce patient, quels sont les besoins vitaux dont nous ne prenons pas soin et qui fait que le malade préfère mourir. Et si on réussit à calmer la douleur de façon à ce que la vie redevienne vivable. Et si on permet à l'entourage de renouer. Et si, au niveau médical, médico-psy, on est à l'écoute. La prise en charge de la personne, c'est la rejoindre à l'endroit où elle est. Écouter ses anxiétés, ses désirs, ses peurs. Et à ce moment-là, le but de la prise en charge, c'est de donner à la personne, au patient, le désir de vivre le reste de sa vie. C'est l'expression que nous employons. Enfin, nous avons le choix entre, le choix hypothétique de tuer la personne, ou au contraire de nous investir pour lui donner le désir de vivre le reste de sa vie.